Assistons-nous au grand retour des spin-offs, des scissions d'actifs et peut-être la fin des gros conglomérats. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. On a eu évidemment dans l'actualité, on l'a commenté ici, Vivendi qui s'est scindé, qui a éclaté en 4 entités, coté sur différents marchés. On a Sodexo, d'ailleurs c'était en début d'année, qui s'est divisé en 2. On a Solvay l'an dernier. Est-ce qu'on peut dire que les projets de scission se multiplient, à la fois en France, en Europe et même aux États-Unis? Alors oui, on peut dire qu'ils se multiplient. En tout cas, ils avaient disparu. Là où vous avez raison, c'est que le mot à la mode pendant très longtemps était celui de la consolidation, donc l'élargissement à travers de la croissance externe des différents groupes. Aujourd'hui, clairement, on a un moteur qui s'est cassé dans cette tendance, cette mode à la consolidation. Et aujourd'hui, on commence à voir réapparaître en fait des scissions. Après, j'ai envie de dire, c'est assez logique et naturel, puisque un élément qui a permis la consolidation, ça a été en fait une politique de taux d'intérêt et d'argent gratuit pendant très longtemps. Et l'effet de levier que ça a autorisé avait permis en fait d'alimenter à travers de la croissance externe la croissance de tous ces groupes-là. Au niveau des taux actuels, évidemment, il y a un ressort s'est cassé. Et de manière assez, là aussi, naturelle et légitime, et le ressort étant cassé, aujourd'hui, on assiste en fait à un rétropédalage. Il y a une vraie vague en fait de scission. Alors, pas sur tous les groupes, on y reviendra plus tard. Ouais. J'ai vu Honeywell dans l'actualité, avec la séparation de ses activités aérospatiales, Continental qui veut scinder la partie automobile de son activité. Donc les raisons pour vous nous l'expliquez, les raisons qui poussent comme ça à scinder les activités. On entend souvent la raison, c'est que voilà, on veut se concentrer sur notre cœur de métier. On veut être un pur player. Alors, oui, et on disait le contraire, il y a 10 ans. Alors, vous verrez ma conclusion qui est assez cynique, mais d'une certaine manière, là, la réalité, c'est on est face à un contexte aussi global double. Et là encore, c'est classique. Des taux d'intérêt, je l'évoquais, qui ont augmenté. Et vous savez que normalement, la rentabilité financière, c'est une fonction de l'écart entre la rentabilité d'exploitation, la rentabilité économique, c'est-à-dire la rentabilité réelle de l'outil de production, et le coût du capital. Et donc, naturellement, vous avez toute une partie des activités assumées par ces conglomérats qui, avec l'augmentation du coût du capital dans un contexte de ralentissement économique, voient la rentabilité d'exploitation en fait baisser. Donc, baisse de rentabilité économique, augmentation du coût du capital, vous n'êtes pas très loin du niveau de l'eau. Donc, évidemment, se resserrer sur son cœur de métier, c'est pas peut-être c'est ça, c'est se resserrer vers les activités qui restent suffisamment rentables dans un contexte de ralentissement économique et d'augmentation du coût du capital. Et en gros, on scinde les activités pour se recentrer sur ce qui continue de marcher au détriment de ce qui marche moins et que la structure n'est pas prête, en fait. Jusqu'à maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au regard du coût du capital, même si ça marchait, si vous aviez une activité qui marchait peu, elle ne vous coûtait pas. Aujourd'hui, une activité qui ne marche pas assez et qui n'a pas assez de rentabilité économique, elle finit par vous coûter. Chaque euro de dette qui a été mobilisé pour pouvoir en fait l'acheter et l'acquérir finit par vous coûter en termes de rentabilité financière. Et là, bizarrement, dans ces moments-là, vous voyez en fait des discours fleurir du type on va se recentrer sur notre, sur notre. On va donner toutes les chances à la filiale prometteuse de voler de ses propres ailes. Tout ça, c'est de l'habillage. Et vous savez que j'aime bien cette expression, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Voilà. Mais la réalité, c'est que vraiment, on est face à une conjonction de facteurs qui sont doubles. Un ralentissement économique qui met sous pression la rentabilité d'exploitation, la rentabilité réelle en fait des activités, dans un contexte d'augmentation du coût du capital. Cet effet ciseau-là, naturellement, pousse les sociétés en fait à se scinder. Donc mais mieux vaut être actionnaire de la société la plus prometteuse et celle qui a les meilleures marges que de l'autre. Absolument. À terme, c'est évident. Alors certains vous diront que mais non, ça sert en fait à créer de la valeur, à savoir que le grand groupe n'est pas valorisé à la hauteur de ce qu'il devrait. Donc en le séparant en deux, vous ferez la somme des capitalisations. L'idée c'est que 1 plus 1 fasse plus que 2, c'est ça Oui, alors là encore, malheureusement, la réalité des faits ne pousse pas à être complètement convaincu par cet argument, qui s'entend mais qui ne se traduit pas dans les faits. Je crois qu'une étude avait été faite par le Harvard Business Review il y a maintenant quelques années, qui démontrait bien que la moitié en fait des conglomérats qui s'étaient scindés n'avaient pas créé de valeur ou plus de valeur 2 ans plus tard. Oui, donc on est vraiment face à des explications, à un contexte, à des arguments qui permettent d'expliquer en fait positivement cette scission, mais cette scission c'est clairement une conséquence, ralentissement de l'activité d'un côté, augmentation du capital et qui pousse à se recentrer sur. Mais il n'y a pas véritablement de création de valeur derrière cela, si ce n'est,
et ça c'est toujours un petit clin d'œil, pour les opérateurs qui orchestrent en fait la scission. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui gagnent à chaque fois, que ce soit à travers en fait la consolidation ou la scission. C'est tous les intermédiaires qui accompagnent en fait les entreprises, hein, les intermédiaires financiers qui accompagnent les entreprises pour réaliser ces grands mouvements. Donc que ce soit de consolidation d'un côté ou de scission de l'autre. Probablement que les seuls véritables gagnants sont les intermédiaires en fait qui eux facturent quel que soit le contexte. Ouais. Après, c'est vrai que sur les marchés, les investisseurs aiment bien les histoires simples, celles des pure players, oui. C'est plus lisible. C'est vrai, ça aussi, hein. C'est une tendance. Hein. Alors, je ne sais pas. J'ai une question à vous poser, David. On va inverser les rôles aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que les gens achètent encore l'histoire l'histoire des GAFAM qui ressemblent quand même comme deux gouttes d'eau à nos vieux trusts du début du 20e, de la fin du 19e? Ces grands trusts-là, parce que quand on parle de trust ou de consolidation, alors en fait, on ne peut pas passer sous silence les quelques-uns qui sont aujourd'hui clairement en fait des énormes trusts qui sont Google, Amazon, Facebook, etc., Microsoft. Est-ce que ceux-ci, les investisseurs, vous font preuve d'une forme de défiance vis-à-vis de ce type d'acteurs? Non, je ne crois pas. Voilà, la réponse est non. Donc je pense que là aussi, ce sont des arguments, pas des arguments fallacieux, qui peuvent s'entendre, en fait, en tout cas, qui convaincront ceux qui ont envie d'être convaincus par cette histoire-là. Mais la réalité, et d'ailleurs vous le verrez, la réalité, c'est que, et c'est bien, j'en veux pour preuve, les plus grands trusts, eux, ne parlent pas de se scinder. Et vous verrez qu'ils ne se scinderont que sous contrainte. Ces grands GAFAM, qu'est-ce qu'on appelle les plus grands trusts au monde. Qu'est-ce que vous appelez trust? Trust, en fait, un trust, c'est une multiplication d'activités, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un seul silo d'activités, et une puissance financière qui vous permet justement en fait d'élargir votre sphère d'influence en termes d'activité. Donc vous avez en fait plusieurs verticales dans des activités qui sont différentes. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, alimenter, alors c'est notre définition, par une puissance financière importante qui permet toujours d'alimenter sa croissance par de la croissance externe. Hein, donc on est vraiment sur une mécanique de consolidation oligopolistique où d'une certaine manière que la taille du gâteau à se partager augmente ou pas, je, individuellement, en tant que trust, continue d'asseoir ma croissance à travers ma capacité à capter des parts de marché vis-à-vis des autres, essentiellement à travers du rachat, hein, de la croissance externe. Et donc, ces grands trusts-là, vous le verrez, et d'ailleurs leur force principale, c'est justement d'être un trust et d'être assis sur une grande surface financière. Et vous verrez que eux n'envisageront de se scinder que sous contrainte, que parce que la réglementation ou les lois antitrust les forceront à le faire. Et c'est bien la démonstration qui fait que ceux qui alimentent aujourd'hui les autres, qui se scindent, est probablement moins pour créer de la richesse qu'une conséquence, comme je le disais en préalable, d'un ralentissement d'activité qui ne permet plus de financer des activités pas assez rentables au regard de l'augmentation du coût du capital. Pierre, en l'espèce, on a le cas Vivendi. Sur cette question de la création de valeur, et on se quitte là-dessus, c'est vrai qu'elle ne semble pas évidente. Depuis lundi, on voit que la somme des 4 entités vaut à peu près celle de Vivendi avant scission. Donc pour l'instant, et c'est un peu tôt peut-être pour juger, hein, mais la création de valeur, on la voit pas. Oui, évidemment. Alors on ne tombera pas effectivement dans la conclusion hâtive, mais vous avez compris que, en tout cas, notre conviction très forte, c'est que création de valeur, il y aura si le contexte économique permet à chacune de ces entités-là de progresser. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Il faudra pour ça que, 1, les taux d'intérêt baissent, et 2, réellement, qu'on soit dans un climat économique qui fait que, grosso modo, chacune de ces entités puisse retrouver en fait le chemin de la croissance qui leur permettra, pour le coup, de convaincre des actionnaires qui viendront, en gros, naturellement augmenter la capitalisation boursière de chacun de ces titres-là. Mais en fait, voilà, ce découpage-là, malheureusement, 1 + 1 continue de faire 2 et pas plus. C'est logique, ce sont des maths. Hein. Voilà, c'est ça, relativement basique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Salut. Merci David, à bientôt. Ciao.